Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir au micro Olivier Morin, éleveur de brebis laitières basco-béarnaises, installé aux portes de la vallée d'Aspe. Depuis son enfance, Olivier est passionné par la montagne et par l'élevage. C'est en 2005 qu'il s'installe comme agriculteur. Il reprend une ferme pour élever des brebis et produire du fromage sous l'appellation d'origine protégée Osso-Iraty. Mais son exploitation ne s'arrête pas là. Il a choisi la diversification avec du porc gascon, du bœuf béarnais et un volet agro-touristique convivial, incarné notamment par ses célèbres estivales du Païssas qui rassemblent chaque mardi soir de l'été des centaines de personnes sur la ferme. J'ai eu la chance de pouvoir en être et j'ai passé un super moment. Olivier pratique la transhumance, passant plusieurs mois en estive pour traire ses brebis et fabriquer le fromage en montagne. Pour lui, c'est bien plus qu'un mode d'élevage. C'est une passion, une façon de préserver les paysages, une biodiversité et un patrimoine culturel. Mais c'est aussi un métier exigeant, confronté à de nombreux défis, de la prédation des ours et des loups jusqu'aux incertitudes économiques. Dans cet épisode, il nous raconte son quotidien entre plaine et estive, les joies et les difficultés du pastoralisme et l'importance de transmettre ce savoir-faire ancestral. Bref, écouter Olivier, c'est plonger dans l'univers des bergers béarnais, fait de passion, de résilience et d'un profond attachement à la montagne. Allez, je vous laisse en sa compagnie. Bonne écoute! Bonjour Olivier. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, Olivier Morin, originaire du Béarn, d'Arrête, un petit village en vallée de Barétous. Et je suis installé agriculteur depuis maintenant, c'est la 20e année. Voilà, 1er novembre 2000. Bon anniversaire. Voilà, merci. 1er novembre 2005 précisément. Et donc, mes parents n'étant pas agriculteurs, passionné depuis mon plus jeune âge par l'élevage de brebis, par les bergers, par les transhumances. Après avoir fait des études agricoles, j'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu me transmettre sa ferme et puis voilà, c'est parti. Justement, ça a été quoi le déclic pour toi? Parce qu'entre aimer les brebis et s'installer, il y a quand même un monde. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai pas eu de déclic. Je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Depuis mon plus jeune âge, 9-10 ans à peu près, je voulais faire ça et je savais que je ferais ça. Donc, c'est un déroulé. Et quand j'ai voulu m'installer, c'est juste que la décision, le déclic, c'était que voilà, j'ai 25 ans. C'est maintenant qu'il faut que je me lance. Voilà, je suis prêt. Et alors, tu peux nous décrire ton exploitation aujourd'hui? Alors, l'exploitation, elle est située dans ce qu'on appelle une zone de piémont. Donc, je suis aux portes de la vallée d'Aspe. C'est plutôt plat. J'ai cette chance-là. Je me suis installé sur une trentaine d'hectares. Et sur l'exploitation, donc, l'activité principale, je dirais, c'est la brebis laitière, la basco-béarnaise. On transforme tout le lait en fromage, environ 50 000 litres, en AOP Osso-Iraty. Et 2 ateliers qui sont venus compléter l'exploitation du porc gascon avec naisseur-engraisseur, et on transforme aussi, on fait tout ce qui est viande et charcuterie. Et un petit atelier qui est né il n'y a pas très longtemps avec du bœuf, là aussi une race locale, la béarnaise, donc du bœuf béarnais qu'on essaye de faire le plus naturellement possible et le plus qualitativement possible. Ça veut dire une finition à l'herbe. Et alors, vous êtes combien pour gérer tout ça? Et pour gérer tout ça, aujourd'hui, je suis gérant tout seul. Je n'ai pas d'associé. Donc, une salariée à plein temps, une autre salariée à mi-temps et Maxime qui aujourd'hui est en cours de parrainage, qui va rejoindre l'exploitation, mais qui est déjà très actif depuis bientôt 2 ans, après un apprentissage et maintenant le parrainage. Super, donc tu seras plus tout seul sur la ferme dans quelques temps, si tout se passe bien. Disons que j'ai jamais été tout seul, il faut dire, voilà. Mais par contre, tout seul à partager les responsabilités et les décisions, ça fait un petit moment que je suis tout seul maintenant. Et ouais, c'est un peu pesant, ouais, ça. On est très diversifié, donc forcément, hein, ça fait beaucoup de logistique. Hein, et c'est tout ce côté logistique qui est dur à porter, quoi. Ouais, gérer les abattages, organiser les abattages, les transfos, pour la partie porc, je dirais, les relations clients, le magasin à la ferme, le magasin à pot.
On a un magasin de producteurs collectif. Donc tout ça, voilà, plus, bien sûr, tout le côté administratif, je dirais, d'une ferme, comme tout le monde, la comptabilité, la gestion. Oui, Voilà. toi, la charge mentale, tu sais ce que c'est. Ouais. Et d'autant plus que tu as deux quotidiens qui sont très différents entre l'hiver et l'été, non? Mais oui, je m'étais lancé dans ce qu'on appelle l'agrotourisme il y a quelques années via les marchés de producteurs. Et aujourd'hui, depuis maintenant 5 ans, on a développé des repas à la ferme. Alors, on a appelé ça, c'est un jour par semaine, le mardi. On a appelé ça les estivales du Paisas. Donc, c'est un principe comme une bodega où des chanteurs locaux viennent animer et on mange et on boit et on chante. Voilà, on retrouve un peu l'ambiance du Béarn et un petit peu aussi le côté feria. J'étais un grand passionné de feria. Alors, pas trop les arènes, mais plus les La bars. fête. Voilà, on a essayé de reproduire un peu ça. Donc, effectivement, on est obligé de transformer nos bâtiments pour l'été et pour accueillir du public. Oui, parce que qu'on comprenne bien, quand tu dis accueillir du public, c'est qu'il y a 500 personnes qui viennent. J'ai la chance de venir demain soir, donc je vais voir le Kumbat ce que c'est, mais apparemment, c'est quand même un chantier. Et en plus, du coup, donc l'hiver, tu as tes brebis ici. Voilà. Là, elles sont toutes en montagne. Donc là, elles sont en estive. Et depuis 3 ans maintenant, on a rajouté, comme on n'en avait pas assez, on a rajouté la montagne. Donc l'estive, c'est-à-dire que depuis 3 ans, c'est moi avec ma salariée qui gérons l'estive. Donc on fait la traite, on fait le fromage. Donc quand je ne suis pas aux estivales, je suis à la montagne. En estive. Voilà. Et du coup, quand tu dis que tu as réaménagé, par exemple, tu as rajouté une planche au-dessus des mangeoires des brebis où elles mangent l'hiver et ça fait la table du comptoir, quoi, du bar. C'est ça. Voilà. Donc, bon, il faut le voir, mais on peut l'imaginer facilement. Ce qu'on appelle un cornadis de 21 mètres sur lequel on est venu poser des planches qui font aujourd'hui un magnifique Un comptoir. grand comptoir. Voilà. Il y a du monde qui voit des coups. C'est Donc, ça. transformation totale. Pourquoi toi, tu as décidé de partir en estive avec tes brebis? Tu peux nous raconter le modèle, quel est son intérêt? Combien tu as de brebis déjà? Alors moi j'ai 250 brebis en tout, donc 200 en production et 50 avec le renouvellement, les jeunes. L'intérêt, alors on va revenir sur l'intérêt, mais d'abord, je pense que la première chose, ce qui attire des gens comme moi vers la montagne et vers ce système transhumant, il est très très dur à expliquer. C'est quelque chose qui est en toi. Voilà. Donc moi, depuis tout petit, j'ai partagé mon enfance et pendant toutes mes vacances scolaires avec les anciens, avec des bergers. Donc j'ai grandi avec eux. Et en fait, c'est la montagne. Donc la beauté de la montagne, c'est l'animal en lui-même. Voilà, le fait de le voir marcher dans la montagne, de pâturer, de manger cette herbe. Et après, la traite, le fromage, évidemment. Et c'est tout ça, en fait, qui devient une passion. Tu te poses plus de questions. C'est même pas est-ce que c'est rentable, pas rentable. Non, c'est dur, c'est facile. Non, non, c'est comme ça. Moi, j'ai besoin de ça. Et rien que, voilà, depuis 3 ans que je repars, que je peux du coup retrouver ce plaisir, parce que j'ai dû le mettre un peu entre parenthèses pendant quelques années, parce que j'avais pas de montagne. Maintenant, le fait d'être reparti et de moi-même avoir mes brebis, de faire mon fromage, bon, bien sûr, j'ai des salariés qui m'aident et tout ça, mais en fait, je remplis quelque chose. Voilà, c'est des moments où je me ressource. Après, l'intérêt, évidemment qu'il y a un intérêt quand même. Donc, j'ai dit en préambule, quand je parlais de ma ferme, 35 hectares. Il y a 20 ans, je me suis installé. Aujourd'hui, j'ai toujours 35 hectares. Et en fait, on s'est diversifié, mais toujours en se développant, en valorisant et en utilisant la montagne. Donc, même si j'y étais pas, mes bêtes ont toujours transhumé. Les cochons, c'est pareil. On n'a pas parlé, mais on met pas mal de porcs en transhumance l'été, qu'on met à disposition de bergers ici et là pour valoriser leur petit lait, voilà, pour pas le perdre. Quand tu dis pardon, que tu avais des brebis qui étaient en haut, c'est que tu les faisais garder par un autre berger. Toi, tu n'y allais pas, mais par contre, on te les gardait. Voilà. C'est un berger qui me les gardait. J'allais les voir de temps en temps. Voilà, mais le fruit de la traite et du fromage, ce n'était pas pour moi, c'était pour le berger. L'intérêt de la transhumance, c'est ça, c'est de permettre à des petites fermes comme la mienne de pouvoir vivre, de pouvoir avoir un maximum d'autonomie fourragère, même si on ne l'est pas complètement, on doit quand même acheter un petit peu. Le fait de partir pendant 3 mois, ça nous permet de faire du stock ici en bas. Ça fait un vide sanitaire. On est dans un système d'élevage
où il n'y a pas de routine, on travaille avec les saisons. Ça aussi, c'est important, même si c'est dur en termes d'organisation, mais c'est jamais pareil. Donc tout ça, mais ça contribue au fait que, voilà, et puis la montagne, voilà, on reste des acteurs, c'est aussi une fierté, on a envie de garder ce patrimoine, de contribuer à préserver ce patrimoine, et bien sûr la biodiversité qui va avec, et de garder nos territoires accueillants. On est des acteurs, on n'est pas sur notre ferme uniquement toute l'année, là, recentrés sur nous-mêmes, où si on voit que le camion du laitier ou le maquignon ou la coopérative. Non, on est vraiment en interaction avec la société, et puis avec l'administration aussi, hein, quelque part. On va Et y les revenir. avantages et les Voilà, on va y inconvénients. revenir, je pense. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu aimes tant que ça être en haut à la montagne? Parce que tu vois, quand j'étais allée voir Marion au Cinieri, pour ceux qui veulent écouter l'épisode, il commence à dater, je pense. C'était un des premiers il y a 4-5 ans. C'est quand même spartiate, quoi, les conditions de vie. Vous êtes dans des cabanes en dur, mais c'est quand même des cabanes. Marion aussi, elle me décrivait ça comme si elle était en vacances, quoi. Le côté spartiate, bon, déjà, il s'est beaucoup amélioré par rapport à ce qu'on a connu, hein, que ce soit Marion ou moi. Enfin, moi, j'ai grandi, j'ai passé 10 ans dans une cabane avec 4 papilles sur allez, une quinzaine de mètres carrés, où on faisait tout dedans, on mangeait, on dormait. Donc, je vous laisse, j'ai envie de dire, aujourd'hui, les conditions, elles sont plutôt bonnes. Si on est en cabane dans cette promiscuité, en fait, ça nous pousse aussi à réfléchir et à toujours garder en tête le respect de l'autre. Et c'est-à-dire, voilà, alors, bon, moi, la cabane où je suis, il y a 2 salariés et une stagiaire. Il y a d'autres collègues qui, eux, doivent cohabiter. Mais même si c'était salarié ou ton stagiaire, quand on est tous ensemble dans une petite pièce, il faut toujours te poser la question du respect de l'autre, que de ne pas le déranger, etc. Donc, ça nous forge aussi, je dirais, un caractère, et ça nous oblige un peu à, voilà, à garder un peu de savoir-vivre, hein. Ouais, Voilà. c'est une vraie vie de Et famille, hein. quelque part, finalement, tu apprécies aussi, hein, quand tu redescends, voilà, tu apprécies le confort. De suite, c'est ça, c'est ce côté, je sais pas comment le. J'ai du mal à le décrire, mais en fait, pour nous, c'est tellement évident que. Et c'est la minute économie du podcast. Du coup, tu transformes le lait en eau, Oui, en fromage, oui. et après, tu le vends où? Donc, le fromage, il est transformé sur place, affiné sur place en partie. Et ensuite, il sera commercialisé. Alors, pour le fromage d'estive, essentiellement sur la ferme et dans notre magasin de Pau, parce qu'on n'en produit pas assez. On fait environ entre 200 et 250 fromages. Voilà, ça représente les 15-20% de la production. On n'en a pas assez pour fournir tout le monde. Donc, c'est vraiment à la ferme ou à notre magasin pour le fromage d'estive. Est-ce que ton fromage en estive, il a un goût différent de celui que tu produis ici en plaine? Enfin, en plaine en bas? Mais complètement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'accroche, pourquoi on persévère, même si c'est pas toujours facile. Mais parce que le fromage d'estive, il a une autre saveur, il a un autre goût. Donc voilà, ça fait une gamme de fromages différents. Et c'est vraiment le produit authentique, je dirais 100% naturel. Les brebis, elles ne mangent que de l'herbe. Et on voit la différence avec celui d'hiver qu'on produit ici, où voilà, on a des conditions de production qui se sont améliorées. Donc, on donne des bons fourrages, on donne un peu de concentré. Donc, les bêtes sont plus productives, etc. Pour comprendre, je vais donner 2 chiffres. En fait, l'hiver, ou pour faire un fromage de 4 à 5 kilos, il me faut 35 litres. Là, en ce moment, avec tout juste 20 litres, on fait le même fromage. Donc, c'est vous dire, c'est du concentré, c'est du nectar. C'est vraiment. Parce que les brebis, il faut bien comprendre qu'elles mettent bas au mois de novembre, décembre. Donc, elles font du lait pendant 8 mois. Là, on est sur les derniers jours de la lactation. Donc, elles ont peu de lait. Mais en plus, avec l'alimentation qu'elles ont, avec cette herbe riche et très florale et tout ça, en fait, ça rajoute au fromage une dimension gustative. Au niveau de sa richesse en matière grasse, etc., et protéique, qui fait que, voilà, avec peu de lait, on arrive à faire beaucoup de fromage. C'est aussi le fait que ça soit au lait cru qui fait que ça préserve la biodiversité, un goût différent, qu'il y a le goût des alpages. Évidemment, alors ça c'est pareil, hein, c'est comme la transhumance, c'est tellement évident pour nous, pas de question, il n'y a pas de débat. L'hiver, c'est du lait cru, l'été, c'est du lait cru, on ne connaît que ça, quoi. Et bien sûr qu'on est convaincu
qu'aujourd'hui, le lait cru a de l'avenir et il faut le préserver, non seulement voilà, pour tous les côtés positifs qu'il peut apporter en termes de nutriments, etc., mais aussi pour le goût. Et voilà, c'est une forme de préservation et faire perdurer une tradition, un produit authentique. Tu arrives à avoir du lait toute l'année ou du coup il y a une période où tu n'as pas de lait? J'ai du fromage toute l'année, mais j'ai pas de lait toute l'année. Alors on a une tradition, on est très calé là-dessus. C'est le 15 août en général. Le 15 août, on ferme le robinet. Enfin, les brebis, on leur dit de fermer le robinet et on arrête la traite. Voilà, donc du 15 août, je dirais quasiment au 15 décembre, il n'y a pas de traite. Ça aussi, c'est une spécificité de notre système et de la brebis laitière. C'est vrai que le fait d'arrêter la traite pendant quelques mois, c'est assez reposant. Ce que j'allais dire, tu as moins de travail. Ça te prend combien de Il y a temps la traite? C'est l'astreinte. C'est Eh pas ouais. dit qu'il y ait moins de travail, Ouais. parce que du coup, on fait des choses qu'on n'a pas pu faire avant. Mais c'est l'astreinte. Et c'est vrai que je pense souvent à mes collègues qui ont des vaches laitières, hein, où là, c'est vraiment toute l'année, matin et soir. Je me dis, waouh, on a quand même, avec la brebis, c'est cet avantage de cette coupure. Elle fait beaucoup de bien. Ouais. Et parce que là, ça te prend combien de temps quand tu es en bas la traite et quand tu es en haut? Pareil. C'est 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et l'été, c'est pareil parce que ben, on a réussi, on a investi, on a mécanisé la traite ben, cette année. Hein. C'est très récent. Sinon, c'était entre 2 et 3 heures le matin, 2 et 3 heures tout le à soir. la main. À la main. Les 200. Ouais, c'est ça. Plus celle que tu as de tes voisins. Maintenant, c'est toi qui as Oui, les brebis plus une petite partie que je prends en pension avec du lait. Ouais. C'était du temps, c'était de la fatigue et aussi, surtout, le côté fragilité parce que si ton salarié, qui est le seul qui sait traire à la main, se fait mal, tout est remis en cause, quoi. Donc, on a mis la machine à traire et c'est vrai que voilà, c'est autant de ne pas avoir un grand écran plasma dans la cabane et où le réseau, c'est pas un drame, mais la machine à traire, là, ça, on apprécie vraiment. Qu'est-ce qui t'a empêché de l'installer avant? C'était économique? Ça coûte cher? C'était Ou économique. logistique de monter en haut? Oui, économique. Et puis, avant de faire un investissement, on attend aussi de voir comment ça va, comment les brebis vont sur la montagne, comment au niveau de la main-d'œuvre on arrive à gérer, etc., etc. Et puis, enfin, voilà, tout le contexte global, je dirais, de la ferme qu'il faut bien le réfléchir. Et il y a beaucoup d'enjeux autour de l'élevage dans les massifs. Je crois que tu fais partie d'une association qui s'appelle le CORAM. Tu peux nous en parler? Ça veut dire quoi déjà le CORAM? Alors, le CORAM, c'est le collectif des races de massifs. Il a été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Son objectif, c'était de rassembler les différentes races qui sont organisées à travers des organismes de sélection, ce qu'on appelle des OS, et les races locales de massifs pour faire la promotion et pour défendre la sélection de ces races locales. Pourquoi la défendre et la promouvoir? Tout simplement parce que notre spécificité, alors c'est des brebis et des vaches qui sont souvent en lien et produisent ou du lait ou de la viande pour des signes officiels de qualité qui sont très présents dans les massifs. Hein. Je pense notamment aux AOP des fromages en Savoie. Voilà, l'osso irati en fait partie. Oui, parce qu'on n'a pas dit un truc super important, c'est que toi, tu produis sous appellation d'origine Voilà, protégée osso irati. voilà, je suis un AOP. Et en fait, comme on est des races locales, alors il faut arriver à faire le distinguo entre les races à faible effectif et les races locales. Nous, on est entre les deux. On est entre les races à faible effectif et les grandes races. Grandes races, je veux dire internationales, qui aujourd'hui on compte des milliers de millions Oui, limousine, blanc d'individus, d'Aquitaine. la Primostienne, etc. Et nous, en fait, on a la particularité, ces races locales qui se sont rassemblées, de faire un travail de sélection et de génétique. Et pour faire ce travail de sélection et de génétique, il faut faire de la R&D, donc il faut de l'argent, il faut mobiliser des budgets. Et l'objectif, en se rassemblant, c'était d'être visible et de pouvoir, de pouvoir peser un peu plus dans les débats institutionnels pour pouvoir revendiquer d'être soutenu, pour pouvoir continuer ce travail-là. Parce que c'est des races locales qui sont rustiques, de fait, mais qui ont quand même besoin d'un coup de pouce des hommes pour continuer à s'améliorer. Je donne juste un petit exemple. Nous, en ce qui nous concerne, avec nos brebis basco-béarnaises, laitières, et les deux autres races, donc la manèche-tête noire et la manèche-tête rousse, aujourd'hui, on a pris à bras le corps la problématique du réchauffement climatique
On est aussi souvent critiqué par rapport au méthane que produisent les ruminants. On a aussi des problèmes avec les parasites, donc les parasites intestinaux, gastro-intestinaux, etc., avec des produits qu'on ne peut plus utiliser, de plus en plus de molécules, etc. On l'entend hein, aujourd'hui, à travers la loi du plomb, hein, on entend beaucoup parler de l'acétamipride, etc. Donc nous, c'est pareil, on a des molécules qu'on nous interdit ou qu'on va nous interdire de plus en plus. Grâce à la génétique, en fait, on arrive à travailler, à sélectionner. On s'est rendu compte qu'il y a des animaux qui, naturellement, pouvaient résister. Donc, c'est une grande fierté aujourd'hui, avec des races, avec des petits effectifs, mais d'arriver à sélectionner, à aider les animaux, justement, pour demain arriver à passer ce cap et résister un maximum à tous ces événements climatiques, le fait de produire moins de méthane, etc. Et d'avoir toujours une production plus vertueuse et résiliente et résistante, etc. Voilà. Au Coram, est-ce que vous travaillez uniquement sur cette dimension génétique ou est-ce que vous travaillez aussi sur des chantiers que vous pouvez avoir en commun dans les massifs, je sais pas, par exemple le partage du foncier, la prédation, les choses comme ça? De fait, je dirais que nos races locales, je dirais que la majorité des races du Coram pratiquent la transhumance. Donc, ce n'est pas un hasard si le Coram, lorsque on nous a sollicité pour travailler, pour faire reconnaître la transhumance au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, ben, on a pris ce dossier à bras le corps parce qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre nos races dans l'intégralité de leur système. Donc, aujourd'hui, le Coram, c'est vrai qu'on n'est pas les seuls, c'est les systèmes pastoraux, hein. La transhumance est une partie du pastoralisme, une pratique dans le pastoralisme, mais on s'implique de plus en plus. Et notre objectif, c'est justement d'essayer de rassembler les acteurs parce qu'on a la fâcheuse tendance à travailler un petit peu cloisonné. Donc, d'un côté, il y a des gens qui travaillent sur la prédation. D'autre côté, il y a des gens qui travaillent sur justement l'accès au foncier, etc., puisqu'on est sur des systèmes essentiellement des zones collectives, donc gérées par des collectivités. On essaye, oui, on essaye d'œuvrer justement pour une reconnaissance à part entière de ces systèmes et de toutes leurs problématiques. Notre spécialité, je dirais que c'est la génétique et c'est les races locales. D'ailleurs, en ce moment, il en est question, puisque avec la dermatose en Savoie, on se rend compte comment on est fragile, les races locales, parce que quand on commence à mettre en place de l'abattage total, systématique, mais le problème, c'est que si on continue comme ça, on peut avoir un affaiblissement de la population qui peut être, je dirais, rédhibitoire. C'est-à-dire que demain, on peut avoir une race qui disparaît. On a vu jadis, par le passé, des races qui ont disparu justement par des épizooties. Si ces gens-là n'ont plus leur race locale adaptée à ces systèmes-là, derrière, c'est tout un modèle agricole, là, le pastoralisme, les AOP, etc., etc., qui peuvent être, qui peuvent tomber, quoi. Donc, on est hyper vigilant. D'ailleurs, dès le début de cette maladie, avec le Coram et Races de France, on a fait un courrier à la ministre quand même pour les alerter, les sensibiliser, même si on sait que ce n'est pas un dossier qui est facile à gérer. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, mais effectivement, il y a eu un cas de dermatose en Savoie. Et du coup, dès qu'il y a un cas avéré dans un élevage, on abat tout sans se poser de questions pour éviter la propagation de la maladie. Mais c'est vrai que pour les éleveurs, ça veut dire qu'il y a tout à reconstruire derrière. Et d'où l'intérêt d'être très organisé pour pouvoir rebondir collectivement, quoi. Parce que seul, là, on ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas l'aide d'organismes autour de l'éleveur. Selon toi, c'est quoi le plus grand enjeu du pastoralisme aujourd'hui auquel vous êtes confrontés, si tu devais en choisir un? L'évolution sociétale. Elle a plusieurs côtés. Le premier côté, c'est le fait que on est de plus en plus citadins, de plus en plus déconnectés de la ruralité, alors qui plus est de la montagne. Et donc, quand on est sur des systèmes transhumants, nomades, etc., je pense qu'il y a beaucoup de Français encore aujourd'hui qui n'imaginent même pas qu'en France, voilà, on travaille encore comme il y a des siècles, qu'on a gardé ces traditions et ces façons de faire. Et cette incompréhension fait que de plus en plus, on va avoir on a des conflits sur ces zones-là. Par exemple, que les chiens de protection ou l'accès autour des troupeaux, etc., où les gens ne comprennent pas les règles de ces territoires. Et après, la prédation aussi, puisque de plus en plus,
au nom de la biodiversité, introduit des espèces qui avaient disparu, qui portaient déjà à l'époque tort à l'élevage et même à la sécurité des personnes. Et donc, toute cette incompréhension fait que voilà, il y a de plus en plus de conflits. Donc ça, c'est le premier côté. Et puis le deuxième côté, ben, c'est que le pastoralisme, c'est une pratique très particulière hein, qui nécessite des hommes et des femmes pour accompagner, pour travailler, pour entretenir. Et ma plus grosse inquiétude, c'est comment on va garder des hommes et des femmes dans ces territoires. Parce que économiquement, nos exploitations sont quand même en danger. Elles sont fragiles, très fragiles. Et l'évolution de la société fait que je pense que l'éleveur, l'agriculteur, il a envie d'aller toujours vers la facilité. Sauf que la facilité, ben, ça c'est pas cohérent ou c'est pas en harmonie avec l'entretien de ces territoires durs qui sont en pente, enfin, qui sont accidentés. Et voilà, avec la végétation qu'il faut sans cesse, je dirais, freiner pour pas que vous envahisse, etc. Je crains voilà, une modification du paysage, je crains une modification des pratiques et donc forcément une modification de nos territoires. Et le pastoralisme, pour moi, c'est là vraiment l'enjeu, il est vraiment là, quoi. Oui, parce que c'est sûr qu'on ne choisit pas la facilité quand on part en montagne avec son troupeau. Ah non, non, mais bon, c'est tellement beau et tellement plein de sens que... Et justement, pour revenir sur les sujets de prédation, tu peux nous raconter en Vallée d'Aspe comment ça se passe, quel est l'animal que vous craignez le plus? Ben nous, il y en a deux, je veux dire, qu'on craint, c'est l'ours, bien sûr, et le loup. Sachant que pour l'instant, sur la Vallée d'Aspe, on est encore un peu préservé vis-à-vis du loup. Donc, on n'a pas encore eu d'attaque, hein, contrairement à nos voisins côté Vallée d'Osso, hein, donc en fait, à demi-heure d'ici, hein, où là, depuis 2018, ça cogne dur. Après, l'ours, pour l'instant, c'est pareil, deux femelles qui ont été introduites en 2018 par l'État. Et depuis, ça fait des petits, ça se développe. Il y a eu quelques escarmouches ici et là. On est loin, loin, loin de la densité d'ours qu'il y a en Ariège, où là, on a quasiment une centaine d'ours. Donc, pour l'instant, on est inquiet. On ne sait pas non plus tellement comment se préparer. On a fait des choses pour essayer de montrer que ici, les prédateurs, ils allaient avoir un impact important, plus qu'ailleurs, tout simplement parce qu'on est un département particulier, les Pyrénées-Atlantiques. On est le département de France où il y a la plus grande densité de fermes, d'élevage et transhumants. Donc, rien que sur les Pyrénées-Atlantiques, c'est plus de 2000 fermes qui pratiquent la transhumance. C'est quasiment l'équivalent de la totalité des fermes des Alpes. Donc, tout ça, cette densité fait que, si on doit prendre un exemple d'un dégât collatéral de la prédation, que sont les chiens de protection, aujourd'hui... Donc, c'est les patous des Pyrénées, ça? Voilà, il y a autres. plusieurs races. Hein, Ouais. le patou, c'est une race. Mais ces chiens de protection, aujourd'hui, on est dans un territoire où il y a peu de prédation. Donc, pour l'instant, les gens ont peu de chiens. Mais le peu de chiens qu'il y a, puisqu'il y en a qui commencent déjà à s'équiper pour anticiper, commence à poser beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Donc, si demain, la mise en place de chaînes de protection doit se généraliser, on l'a dit à l'État, hein, ça va être la guerre civile. Hein. Par rapport au tourisme et tout ça, notamment les Ah randonnées. oui, il y a eu déjà pour le coup. on est à plus de 28 cas de morsures cet été-là. Donc, oui, ça va être un problème, un gros problème. Et du coup, on est seul face à ces randonneurs qui, eux, n'y peuvent rien, hein, parce qu'on peut leur expliquer tout ce qu'on veut, de faire attention, d'adopter la bonne attitude, machin, non. Enfin, on n'empêchera pas les problèmes, quoi. Ouais. Oui, pour l'avoir vécu personnellement, justement, quand j'étais venue voir Marion, on était parti en balade. Enfin, on s'est approché d'un troupeau de brebis. Et en fait, on n'avait pas vu, il y avait un patou de l'autre côté du Versant qui nous a foncé dessus. Si on n'avait pas eu le réflexe de faire marche arrière très vite, c'est sûr que, en tout cas, c'est assez impressionnant. Ça pose aussi la question du partage des usages de la montagne, clairement, en plus de la prédation. C'est ça. Et ce qu'il faut craindre, ça rejoint mes inquiétudes de tout à l'heure par rapport au pastoralisme, c'est que peut-être que certains élus seront amenés à faire des choix et à prendre des décisions. Donc, est-ce que demain, il faudra choisir entre le pastoralisme et le tourisme, sachant que le tourisme ne va pas sans le pastoralisme. Voilà, donc c'est compliqué.
concernant l'ours, quelle est votre position aux éleveurs? Enfin, je ne sais pas s'il y a un consensus global chez les éleveurs, mais quelle est votre position? C'est qu'il ne devrait pas du tout être là, c'est qu'il devrait être là, mais que vous ayez plus de moyens. Comment vous voyez les choses? Très, très honnêtement, hein, on a deux postures. Il y a la posture de fait qui est, pour nous, c'est incompatible. Pour nous, il ne faudrait pas qu'il y ait de prédateurs, pas d'ours. Pour la simple première raison, c'est que déjà, la biodiversité elle se porte très bien sans l'ours. L'ours n'est pas garant de la biodiversité, c'est une espèce parmi tant d'autres. Il y a d'autres espèces qui sont plus en danger que l'ours et qui sont tout aussi importantes pour l'équilibre des écosystèmes. Parce qu'on a connu, par nos anciens, on nous a transmis aussi la difficulté que c'était à leur époque. Et aujourd'hui, avec un monde qui change, avec des salariés qui sont dans des conditions de travail très cadrées, 35 heures, machin, etc. La présence de prédateurs, c'est 24 heures sur 24. Donc, c'est inimaginable, c'est impossible, incompatible. Quelqu'un qui soit tout le temps sur place. Donc, pour nous, c'est clair que la majorité des éleveurs ici, ils sont contre les prédateurs. Certains vous diront, ils se revendiquent pour, mais parce qu'ils pensent qu'il y a l'argent qui va avec, etc. etc. Oui, parce que tous les outils de protection sont... Qu'est-ce que vous avez comme moyens? Les moyens de protection, ils sont certes financés en grande partie, mais on pourrait vivre sans. Les chiens de protection, on pourrait vivre sans. Je préférerais, moi, aujourd'hui, payer mon berger parce que je traite et je fais du fromage en montagne que de le payer parce qu'il y a des ours. Et tout ça, jusqu'à maintenant, c'était le cas. Ensuite, l'autre, je dirais, posture, à un moment donné, on est obligé de faire de la politique. Donc, d'avoir une posture de compromis. Donc, cette posture de compromis nous a amené à dire, les ours, ils sont là, maintenant, il va falloir faire avec. Ça ne nous va pas, mais à un moment donné, on est obligé de se le dire. Donc, ils ne vont pas nous les enlever, du moins pas de suite. Comment on fait? Comment on fait pour que ça soit le moins douloureux possible, le moins contraignant possible? Et donc là, tu vas à la table des discussions. Donc, tu es invité, l'État organise des réunions. Et en fait, malheureusement, t'as beau aller à ces réunions, t'as beau proposer des choses, il n'y a rien. C'est d'une force, d'une puissance dont on a du mal à encore s'imaginer. Je le dis très sincèrement parce que j'étais en 2018 un des leaders de la fronde et de la résistance, je dirais, pour essayer d'empêcher ces introductions. Mais je vous avoue qu'on a eu avec les collègues un sentiment de vouloir nous forcer, de vouloir nous faire changer par la force. Et des fois, tu te dis, mais dans l'histoire, il y a toujours des guerres, il y a toujours des conflits. Mais franchement, je me dis, cette façon de faire de l'État, de ne pas nous écouter, de passer en force comme ils ont fait et comme ils continuent à faire, c'est très violent, c'est très frustrant. Après, on comprend quand on parlait des clivages sociétaux, de plus en plus d'urbains, etc. Mais quand on t'entend, on comprend à quel point le dialogue doit être difficile avec des gens qui défendent la présence de l'ours pour la biodiversité, parce qu'il a toujours été là et que pour eux, il devrait avoir sa place dans la montagne. C'est sûr que là, on est sur vous devez être sur des discussions de sourds presque, non, des fois? C'est un dialogue de sourds. Il n'y a pas de débat. Il n'y a jamais eu de débat. Pour la petite anecdote, j'étais à l'époque avec un agriculteur, là on avait fait des t-shirts avec dans le dos donc un ours avec une cible écrit non aux ours. Bon, ces t-shirts, il se trouve qu'ils sont super solides, j'en ai encore un stock. Et des fois je les mets mais sans me faire attention, quoi. L'autre jour j'étais sur un événement et mon t-shirt non aux ours. Et là je croise un gars, on était en train de boire un coup et le gars, lui, il avait un t-shirt avec écrit Macron a annoncé qu'il arrêtait, qu'il n'y aurait plus de réintroduction. Et le gars, en fait, il a vu mon t-shirt et il m'a dit là, on n'est pas d'accord. Et il m'a dit, premier truc qu'il m'a dit, bon, mais on va faire un peu de politique. Waouh. En fait, tu te dis, ouais, mais finalement, l'ours, c'est de la politique alors.
Ça a été très politisé C'est et je très lisais politisé, bien sûr. un rapport de l'INRAE parce que l'ours est en Slovénie, en Italie, en Espagne, en France. Ça pose particulièrement sujet en France parce que le pastoralisme est une pratique très française quand même. Donc Très préservée en France voilà, et encore très vivante. Et c'est vrai que c'était écrit Contrairement dedans aux autres pays. contrairement aux autres pays, ça n'avait pas été politisé. Enfin, la France a été un des endroits où ça a été le plus politisé comme sujet et c'est devenu effectivement malheureusement un sujet politique, alors que vous c'est une réalité par contre. Alors, c'est politique tout simplement parce que là, on parle plus des associations pro, machin, etc. Non, là, quand je parle de politique, je parle le gouvernement, donc le président de la République, le ministre de l'Environnement, qui à l'époque était Nicolas Hulot, qui avait annoncé je passe à l'offensive, je réintroduis 2 ours en Béarn. Et derrière, De Rugy, qui a fini le travail, qui, dans son unique argument, c'était de dire on ne peut pas, nous, la France, expliquer aux populations africaines qui doivent préserver et sauver les éléphants et les rhinocéros, et nous, ne pas préserver les ours. Non, sauf que les ours, il y a longtemps qu'ils avaient disparu, et la biodiversité, à un moment donné, la politique, c'est aussi peser les avantages et les inconvénients. Donc, c'est quoi les avantages et les inconvénients de l'un ou de l'autre, hein? À partir du moment où on constate que les écosystèmes ne sont pas atteints, bon, voilà, on pourrait en parler des heures, mais pour moi, voilà, ça reste un sujet douloureux. Un sujet douloureux, mais en même temps très formateur et qui nous a beaucoup appris sur le monde dans lequel on vivait. Quand on se rend compte, j'ai vu les stats de l'OFB, là, l'Office national de la biodiversité, on en est à quasiment 100 ours recensés là, et puis ça va poursuivre son augmentation. Donc aujourd'hui, le sujet est là, demain il le sera un peu plus, comme le loup d'ailleurs, hein, où on est en train de revoir un peu les méthodes de protection d'ailleurs, parce qu'il s'est bien développé en France. Le loup, on nous avait dit, on nous avait annoncé 500 loups. 500 loups, c'est le seuil de viabilité annoncé par les scientifiques. Finalement, ça a été atteint en 2020. Finalement, on est à plus d'un millier. La profession, on pense qu'on est même au double, voire le triple. Après, les comptages, etc., qui sont faits en parallèle. Et sur l'ours, c'est pareil. C'est-à-dire que sur l'ours, c'est pire encore parce qu'on ne nous a jamais donné de seuil de viabilité. On ne nous a jamais dit, voilà. Donc aujourd'hui, une centaine. Est-ce que c'est 200, 300? J'ai eu participé à des réunions pro-ours, justement. Là, pour eux, le biotope des Pyrénées, il est en capacité d'accueillir entre 2 et 3 000 ours. 2 et 3 000 ours, je vous laisse imaginer le paysage avec 2 et 3 000 ours. Bon, là c'est le pastoralisme sera mort, mais le tourisme aussi. Et voilà. Ouais. Bon, en tout cas, c'est sûr que malheureusement, c'est un exemple de sujet en ce moment sociétal où on n'arrive plus à se parler. On a des réalités qui sont vraiment opposées, sauf que du coup, on ne trouve pas de solution pertinente parce que si on n'arrive pas à se parler, forcément que derrière, il n'y a rien qui peut sortir. Bon, et du coup, je t'ai senti assez pessimiste sur l'avenir de ton métier. Il y a quand même des choses pour se réjouir, des éléments pour se réjouir. Ben, disons que pessimiste, je ne sais pas si c'est du pessimisme, de l'inquiétude, je ne sais pas lequel est le plus fort des 2 termes. Même si dans mon propos, je suis assez pessimiste et inquiet, du coup, ben, on ne reste pas les bras croisés, on ne reste pas sans rien faire, hein. On garde espoir. L'espoir, c'est que qu'il y ait une prise de conscience, pour le coup, politique, parce que malheureusement, je ne pense pas qu'il y aura une prise de conscience sociétale. Voilà, tellement il y a un écart aujourd'hui entre les ruraux, qui soient à la plaine ou de la montagne, et la société urbaine. Donc pour moi, c'est des politiques qui doivent faire en sorte de réconcilier ces 2 mondes. Et si on doit travailler sur quelque chose, c'est remettre de la vie dans les campagnes, au moins arrêter l'hémorragie, parce que ça continue, et faire en sorte qu'on puisse rester dans ces territoires, vivre, travailler. Et je pense que si on est nombreux à vivre et travailler dans ces territoires, mais ça fera autant de gens qui ne comprendront pas la vie, la vraie vie, j'ai envie de dire. Voilà, mais non, c'est là pour le coup, c'est vraiment la politique qui décidera de notre sort, hein. Là, je ne vois pas d'autres oui, parce que le pastoralisme rend aussi beaucoup de services à la montagne, à l'entretien des paysages, etc. Et il va falloir une vraie volonté politique pour soutenir ces pratiques-là ancestrales, parce que sinon... Oui. Et comme tu l'as dit, économiquement, ça reste fragile. Ben oui, ça reste fragile économiquement et humainement. Et puis aujourd'hui, tout le monde dit c'est super, le pastoralisme, c'est beau, machin.
Alors, si on doit se réjouir quand même d'une chose, c'est que quand même en France, malgré tout ce qu'on peut dire et critiquer, je pense qu'on est un pays qui a su préserver ce pastoralisme, qui a su préserver ces filières agricoles de montagne et ces produits exceptionnels, etc., avec cette biodiversité de races domestiques. Il y a quand même eu un travail de fait, mais il ne faut pas s'endormir parce que ça peut aller très vite. On le voit, j'ai l'occasion un peu de bouger, d'échanger avec d'autres pays, notamment des pays méditerranéens. Voilà, il y en a un français, la Corse, on voit l'Espagne, le Portugal, tous ces pays, ils ont un peu négligé le pastoralisme et aujourd'hui, pour revenir en arrière, ça va être compliqué. Ouais, il faut réagir. Il faut qu'ils réagissent. Très bien. Écoute, je vais passer à mes questions de fin. Qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être berger transhumain? Ce qui me rend fier, c'est de contribuer à faire perdurer une culture, la culture béarnaise. Enfin, je vais associer un peu les Basques aussi parce que c'est un peu les deux. Le berger est très présent dans notre culture. De préserver des beaux paysages. Voilà, ces magnifiques paysages voilà, qui font la joie des randonneurs et des touristes. Les produits, évidemment, les produits qu'on fabrique, voilà, alors, on appelle ça souvent des marchés de niche, mais voilà, c'est des produits, c'est pas des produits du quotidien, de consommation quotidienne, mais c'est des produits plaisir qui, voilà, les gens, quand ils mangent un bout de fromage, de voir leur regard, de voir voilà, cette réaction, c'est ça qui nous rend le plus fiers. Voilà. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour étaler notre science la prochaine fois qu'on fait une randonnée entre amis, par exemple, à la montagne? Alors là, je vais parler plus des vallées béarnaises et des montagnes du Béarn. Il faut savoir que quand vous vous garez avec la voiture et que vous prenez un sentier ou que vous rentrez dans la forêt, vous êtes forcément chez quelqu'un. Et il se trouve qu'ici, ce quelqu'un, c'est une commune. Donc ça appartient les territoires pastoraux et les forêts appartiennent aux communes et sont gérées par les communes. Ces communes, pour les gérer, la première gestion, notamment sur le pastoralisme, c'est l'attribution du droit de pâturage, donc autoriser tel éleveur à aller mettre ses brebis, ses vaches, ses chevaux, ses chèvres, etc. à tel endroit, c'est la commune qui décide. Et pour décider, elle a des outils, et il faut savoir que ces outils, aujourd'hui, ils nous ont été transmis de génération en génération. Donc ces montagnes, elles sont encore gérées par ce qu'on appelle des us et coutumes qui viennent... qui ont certains C'est les lois, quoi. plusieurs centaines d'années. Ouais, c'est des lois coutumières. Donc, ça n'a rien à voir avec la loi française. C'est des lois coutumières qui ont leur valeur. Et on essaye de faire perdurer ça parce qu'il faut aussi l'adapter. Et dans toute l'histoire pastorale de nos montagnes, nos ancêtres ont toujours fait évoluer ces lois au fur et à mesure qu'évoluait la société. Et ça, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Donc, quand on arrive là, il faut bien comprendre que tout ce que vous voyez, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est des femmes, des hommes qui l'entretiennent depuis des années avec des règles et avec surtout un travail acharné et qui font que c'est beau. Voilà. Donc, il faut le respecter. Il faut aller vers les gens. Il faut aller vers... ces bergers pour voilà, ne pas hésiter à leur poser des questions, à s'intéresser. Mais tout ça, il y a un gros travail derrière. Très bien. Et dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te contacter pour commander tes fromages, venir à tes soirées du mardi soir Alors là, c'est très simple. La ferme du Paysas, P-A-Y-2-S-A-S. Il y a un site internet. Il y a toutes les infos. Parfait. Voilà. Très bien. Ou la page Facebook aussi, sur les réseaux sociaux. On est assez présent. Donc Insta, Facebook, la ferme du Paysas. Parfait. Bon, ben merci beaucoup Olivier. J'ai plus qu'à découvrir les soirées du mardi soir maintenant. Ça sera de même pour ma part. Et puis à très vite. Merci Louise. À bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail.
Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie ma vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.